Bonsoir, chers amis. Bien heureux de vous retrouver. J'espère que la plupart d'entre vous ont lu la présentation qui a dû être diffusée hier, je crois, la présentation de la science d'aujourd'hui. Je rappelle, pour la résumer en substance, que le cycle que nous avons commencé depuis déjà 2 séances, celle-ci étant la troisième, ce cycle qui a comme titre générique, vous voyez, j'oublie mes propres formulations. Les sciences de dans quelle mesure les sciences de l'histoire peuvent-elles être réelles, n'est-ce pas? Je vous avais fait tout un développement pendant la première séance, que c'était un petit clin d'œil à Kant qui lui avait posé la question non pas du réel mais du possible. Ça, je n'y reviens pas. Et puis, c'est une petite autocritique, je veux dire, j'ai cru que je pouvais, pendant une même session, à l'intérieur de nos 2 heures hebdomadaires, pour satisfaire aux 2 publics qui se sont partagés lorsqu'on a fait notre consultation, quand on vous a demandé si vous préfériez qu'après notre cycle sur la mémoire et l'amnésie, on traite plutôt ce qui était ma proposition personnellement, du lien entre les sciences dures et les sciences de l'histoire, la nature et la culture, appelons ça comme on voudra, on a tout le temps. Et puis, d'autres me demandaient depuis longtemps d'exposer d'une manière plus systématique le déroulement, cette grande dramatique qu'est l'anneau du Nibelung de Richard Wagner, en plus court le Ring, l'anneau tout seul, n'est-ce pas? Autour de chaque grande ville allemande, vous avez une autoroute qu'on appelle le Ring. Ça veut dire l'anneau, comme on dit le périph', ils disent le Ring, n'est-ce pas? C'est le même mot pour un anneau qu'on a au doigt, hein. Ou qu'on n'a pas. Donc, démocratiquement, comme j'avais du mal à trancher, je vous ai demandé de choisir, et c'était à peu près moitié-moitié, n'est-ce pas? Et avec une légère avance de ceux qui voulaient qu'on parle épistémologie, n'est-ce pas? Sciences de la nature et sciences humaines, et sciences dures et philosophie, si vous préférez aussi. Et comme ça se tenait, et pour qu'il n'y ait pas de frustration, j'ai pensé, dans un premier temps, qu'on pouvait faire les deux, et je le pense toujours, mais je me suis mal pris en pensant qu'à l'intérieur d'une même session, j'y reviens, je pouvais commencer par structurer la problématique épistémologique au début de la session, puis ensuite illustrer, récompenser ces efforts d'abstraction en retrouvant tout ce qu'on y avait formalisé dans un exemple bien concret, le Ring de Richard Wagner. Mais enfin, comme justement une approche du Ring sans qu'il y ait aucune diffusion de séquences ni musicales ni dramatiques, c'était un peu oiseux, n'est-ce pas? C'est pas le genre d'objet dont on peut parler comme ça sans donner des extraits et des séquences. Les séquences musicales et dramatiques étant incompressibles, un livre, on peut accélérer la lecture ou la ralentir. Une séquence musicale, je ne peux quand même pas, comme les anciens tourne-disques, n'est-ce pas, analogiques, faire passer à une voix aiguë parce que je suis passé de 33 en 47 tours. Donc voilà, il y a un temps incompressible de diffusion des séquences, des extraits du Ring. Et donc, voilà, c'est pas une affaire d'État, mais j'ai pensé que le plus sage, et nous inaugurons cette nouvelle formule aujourd'hui, c'était d'alterner à chaque semaine, une semaine, un mercredi, je reprends notre problématique des sciences dures et des sciences de l'histoire, et le mercredi suivant,
nous retrouvons ces problématiques, mais incarnées, n'est-ce pas, dans des passages du Ring, et c'est beaucoup plus concret et beaucoup plus satisfaisant. Voilà donc la nouveauté de la formule. Et donc, je commence par l'appliquer ce soir, en revenant après 2 séances consacrées coup sur coup au Ring, parce que c'est un gros morceau à découvrir, donc on a été obligé de faire 2 séances. Maintenant, je reviens, n'est-ce pas, à notre problématique scientifique. Et j'y reviens, et là j'ai des remerciements à adresser. D'abord des excuses, n'est-ce pas, à ceux qui posent des questions, et Philippe a la gentillesse de me les communiquer en fin de séance. Et donc, comme il ne me reste pas assez de temps pour certaines questions qui sont longues, c'est le cas de celle dont on va faire état aujourd'hui, à laquelle on va essayer de répondre, et qu'elles sont longues, pertinentes et riches de contenu. Voilà. Donc, je m'excuse auprès de tous ceux pour lesquels je suis en retard dans les questions. C'est pas du tout, je les juge secondaires. Leurs questions, c'est qu'au contraire, elles sont tellement quelquefois lourdes de contenu que je renvoie plus tard ma réponse, mais je n'oublie personne. Là, il s'agit en l'occurrence d'une excellente question de Bastien Castillo. Je dis excellente, pardon, hein, je ne suis pas là pour faire des évaluations aux personnes physiques, mais je n'ai aucune qualification pour cela, qualité, je veux dire. Mais par contre, je veux dire, c'est quelqu'un qui me donne au moins la satisfaction subjective de donner plus que l'impression qu'il a suivi, hein, ce que je me permets de vous demander souvent de ne pas oublier de faire, c'est-à-dire de ne pas continuer à avancer dans nos entretiens, comme, c'est toujours l'image que je prends, comme ce paysage qui défile dans le rétroviseur de la voiture et qui ne reviendra jamais. Donc, mais au contraire, de voir que, au fur et à mesure qu'on avance, si on se rappelle et si on garde à l'esprit les séquences passées, si on les revoit de temps en temps, on s'aperçoit qu'il y a une cohérence qui se dégage. Et là, j'en profite pour faire, après m'être excusé auprès de Bastien de ne pas avoir eu le temps la dernière fois de répondre à sa question, mais on va bien se rattraper aujourd'hui grâce à lui. J'en profite aussi pour m'excuser auprès de, je cite son pseudo, Clos Missile, à qui je n'ai pas eu le temps de répondre non plus, et qui justement ne voit pas cette cohérence, et sans doute une nouvelle personne, je ne connais pas, comme on dit, son sexe, son genre maintenant, donc je ne sais pas si c'est il ou elle, mais, mais qui a le courage de dire qu'elle est complètement perdue, ou qu'il est complètement perdu. Et ça, je trouve, je la rassure, c'est ce qui prouve qu'elle ne l'est pas tout à fait, parce que ça a quelque chose de positif, d'être un petit peu, d'autant que j'en rajoute des fois avec mes détours, pas, mais avec un matériau comme le Ring et des problématiques aussi difficiles que le passage des sciences de la nature aux sciences de l'histoire, en termes kantiens, pour ne pas me répéter, de la philosophie théorique à la philosophie pratique. On verra tout ce qu'il y a de pré-marxien dans cette terminologie. C'est pour ça que c'est pas seulement pour l'amour du changement que je la cite ici. Justement, je dis pour assurer Clos Missile que Kant disait lui-même qu'il y avait un infranchissable abîme, la formule est célèbre, entre les unes, je sais pas moi, la physique, la chimie, la biologie, et l'histoire, la morale, la politique, la sociologie, enfin bref, tout ce qui ressort des relations des hommes entre eux et non pas des relations de l'homme à son environnement dit naturel, en tout cas matériel. Voilà, donc je me permets de lire la question de Clos Missile pour montrer à quel point elle a du courage de l'avoir formulée. Vraiment très difficile ce cycle. Vous voyez, c'est elle qui parle, hein, vraiment, ou lui, excusez-moi. Vraiment très difficile ce cycle. Il y aurait apparemment un truc à comprendre entre l'or et son accumulation, ce qui prouve qu'elle a bien suivi. L'amour et la liberté, entre parenthèses Freya, donc avec
pas tout à fait perdue. Elle s'est rappelée que Freya, on retrouve free anglais, frei allemand, n'est-ce pas? Que la déesse de la beauté, bref, en un mot, la beauté a un nom propre qui veut dire la libre. Donc, du point de vue du mythe, il y a un lien entre l'amour et alors, elle dit l'amour et la liberté. Il faudrait dire, pour être rigoureux, la beauté et la liberté. Mais enfin, elle a très bien compris ce qui prouve qu'elle n'est vraiment pas perdue. Ce que j'ai signalé la dernière fois, depuis Platon, depuis le premier système écrit de philosophie stricto sensu qui nous soit parvenu, depuis le banquet de Platon, on sait bien qu'on ne peut pas parler de l'éros, je prends un terme extensif, pas pour parler grec pour snober, mais je veux dire en contenant toutes les formes d'amour que vous voulez, du plus éthéré au plus hard, n'est-ce pas, en passant par l'amour des belles choses dans un musée, j'en sais rien. Je constate que depuis toujours, je prends l'exemple du banquet de Platon, il a pour titre de l'amour, il a comme sous-titre le banquet ou de l'amour, et c'est dans cet ouvrage-là que Platon nous donne sa définition la plus développée de la beauté. Son approche, en tout cas, est presque une présentation, comme son y était dans le Cosmos Noetos, dans le monde des idées, d'une présentation de l'idée de beau, dans un texte absolument époustouflant. Il faudrait bien que je vous le lise une fois. Donc je continue, il y aurait apparemment un truc à comprendre entre l'or et son accumulation, l'amour et la liberté, donc l'amour et donc la beauté et la liberté, vous voyez comment il faut procéder. Mais alors quoi? Déjà qu'avec Mnémosyne, je n'avais rien pigé, je vais y revenir, c'est très bien qu'elle le dise, mais là avec Wagner c'est encore pire, je suis complètement largué, mais Wagner il en a paumé d'autres, hein. J'interromps un instant ma lecture, mais une fois, Nietzsche, à l'époque où ils étaient encore potes, comme on dit maintenant, c'est pas Nietzsche qui habitait chez les Wagner dès qu'il avait un moment de libre, il attendait que ça quand il était professeur à Bâle, donc en Suisse, et que les Wagner qu'on volait en injuste noce, puisqu'il était avec la femme d'un autre et l'argent d'un troisième, dans une maison prêtée par ce dernier, au bord du plus beau lac suisse, au lac de Lucerne, donc à moins d'une heure de train, n'est-ce pas, Nietzsche était de Bâle à Lucerne et il attendait que ça le week-end chez les Wagner, où tout le monde attendait, les enfants aussi qui attendaient tonton Nietzsche, vous voyez. Nietzsche une fois frappe à la porte et Wagner vient l'ouvrir en marchant sur les mains. Vous voyez, il avait 30 ans de plus que Nietzsche, on pense que c'est le vieux avec son agilité démonique. Alors le jeune Nietzsche, envahi par une myopie obsédante, des migraines qui lui font des insomnies pas possibles, n'est-ce pas? Et bref, et l'autre, n'est-ce pas, actif comme un jeune titan alors qu'il approche de la soixantaine. Donc, je referme ma parenthèse, je suis complètement largué. Tout ce que je vois, c'est que Albéric, en renonçant à l'amour pour l'or, juste, correct, non seulement se le fait voler par Wotan, alors elle met Voltan, hein, je rappelle que c'est Wotan, il n'y a pas de L, mais en plus, perd sa main et finit avec rien du tout. Il a très bien compris le plus sale coup qu'on ait pu faire dans tout le ring à quelqu'un, c'est vraiment le coup qu'on fait à Albéric. Je dis ça parce que beaucoup disent qu'Albéric, c'est le personnage négatif, le méchant. Ben, quand même, c'est aussi la victime. Hein. Personne n'avait osé renoncer à un truc aussi indispensable à chacune d'entre nous, n'est-ce pas, que l'amour. Et lui, il lui a renoncé pour avoir l'or parce que après les vannes des filles du Rhin, il a pensé qu'il n'avait plus rien à perdre en matière d'amour. Il avait renoncé à la séduction. Par contre, et donc il peut s'approprier l'or, car c'est la condition pour s'approprier l'or, je le rappelle pour Clomicile, mais l'essentiel, de renoncer à l'amour. Et voilà que les dieux viennent lui voler l'or, de sorte qu'il n'a plus ni l'amour ni l'or, n'est-ce pas? Mais en plus, perd sa main et finit avec rien du tout. Tandis que Wotan, lui, qui se parjure plusieurs fois, hein, il avait promis Freya aux géants, il se parjure, n'est-ce pas? Après, lui qui est le gardien des lois et des règlements qui prévoient qu'on ne peut pas avoir à la fois l'amour et l'or,
il va voler l'or à celui qui l'a acquis en respectant cette incompatibilité. Lui qui se parjure et vole l'or n'a qu'à l'échanger pour récupérer Freya, hein, et voguer heureux vers le château. Effectivement, je ne sais pas si Chlomycile est allé jusqu'à la fin du visionnage de l'Or du Rhin, qui est le plus court, c'est un prologue, la plus courte des 4 journées, enfin un peu plus d'1 heure. Et à la fin, donc, les dieux peuvent enfin, n'est-ce pas, étrenner, on dirait, quoi, rentrer dans leur nouvelle demeure, le palais, le Valhall, hein, Hall, le hall, hein, le palais des valeureux, le Valhall, car à l'origine, c'est des guerriers, tout ça, hein, c'est des égorgeurs, hein, les dieux là. Ça venait, le poème des Nibelungen au Moyen-Âge finit dans un carnage épouvantable. Donc à la fin, ils n'ont plus qu'à rentrer dans leur palais, l'inaugurer. Et je finis la citation de Chlomycile, il n'a qu'à l'échanger pour récupérer Freya et voguer heureux vers le château. Conclusion de Chlomycile, la morale n'est pas très morale pour le coup. Voilà, alors là, je lui réponds avant de... j'avais dit qu'on ne traitera pas de l'Or du Rhin aujourd'hui, c'est uniquement pour rattraper mon retard dans la réponse à Chlomycile ici que je m'en acquitte. Et vous allez voir qu'il y a de plus en plus de liens entre la partie épistémologique de notre réflexion et le recours au mythe. Déjà, j'ai fait un petit correctif, hein. Oui, il y a un lien entre l'amour et la liberté, mais ce lien est plus explicite quand on rappelle que l'amour implique ici la beauté. Vous dirais c'est subjectif, la beauté, mais quelqu'un une personne qui est amoureux ou amoureuse d'une autre le trouve beau. Rappelez-vous cette belle réplique dans Les Enfants du Paradis de la fille du patron du théâtre des Funambules à Baptiste, n'est-ce pas, Jean-Louis Barrault, quand elle lui dit tu es beau parce que tu es beau puisque je t'aime, n'est-ce pas. De toute façon, il y a un lien, je l'ai vu dans tous les corpus de réflexion entre l'amour et la beauté. Par contre, le lien avec la liberté est moins évident. Et c'est là que je me permets de dire à Chlomycile de se rapporter, parce que je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, sinon on changerait de sujet. J'ai déjà traité en partie, n'est-ce pas, mais largement tout de même ce lien, et pendant une séance passée, et pendant les réponses aux questions par laquelle elle se termine, donc ça a été assez creusé, dans le cycle qui s'intitulait Nature ou paysage, hein. Alors, qu'elle aille sur notre chaîne YouTube, où toutes les vidéos sont rangées dans l'ordre chronologique, n'est-ce pas, qu'elle se reporte au cycle Nature et paysage, et elle verra que dès le second numéro, n'est-ce pas, de ce cycle, si nécessaire, je laisserai sur notre page Facebook la référence, le numéro exact de la vidéo. J'essaie d'expliquer ce rapport entre l'amour et la liberté par lequel j'ai terminé la première séance sur l'Or du Rhin pendant le cycle actuel, où comme c'était en fin de session, je ne me suis peut-être pas attardé, moi où j'ai dit, vous savez, je le résume comme ceci, s'il y avait qu'une chose à retenir, gratuitement, parce que la démonstration allongerait d'une manière trop considérable le temps qui nous est imparti, j'aurais tellement d'occasions d'y revenir que ce n'est pas gratuit non plus. Je disais, vous savez, quand on interroge Log, le dieu du feu, quand Wotan lui dit tire-moi de là, les géants veulent garder Freya, ou alors comment je peux garder Freya tout en les satisfaisant. Et Log dit bon, tu t'es mis dans le sale drap, parce que quel est l'être dans l'univers, moi qui suis le feu qui vais partout, en haut, en bas, dans le monde souterrain pour forger les métaux, dans le monde supérieur, n'est-ce pas, où le soleil éclaire notre monde, qu'est-ce que tu veux trouver? Tu peux interroger tous les êtres de toutes les régions de l'univers, aucun ne placera quelque chose au-dessus de l'amour.
n'est-ce pas? Et vous voyez que le mythe ne dit pas que des bêtises. Hein. Statistiquement, si on fait un sondage, le mythe aurait raison statistiquement. Et sauf un, il dit, celui qui a préféré l'or à l'amour, n'est-ce pas? Et j'avais dit, je reprends maintenant la problématique à partir de là, si l'amour est si important pour la quasi-totalité de l'humanité, et si pour la quasi-totalité de l'humanité, c'est ce qu'il y a de plus important, ma réponse personnelle, je vous la livre gratuitement pour des choses aussi importantes, vous imaginez bien que je ne vais pas trancher comme ça, mais si on me donne mon avis, je dirais l'amour n'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais je n'en diminue pas du tout l'intensité en disant ça, loin de là. Au contraire, car je dis ce qui fait qu'il passe pour chacun et chacune d'entre nous, votre serviteur inclus, je ne vois pas pourquoi je m'isolerais à ce niveau-là, ce qui fait qu'il nous paraît, à chaque fois quand nous en sommes la proie, le plus important, c'est parce que c'est dans les rencontres que nous faisons dans la vie, le sentiment amour, l'amour et la beauté qui le déclenche, n'est-ce pas, peu importe sous quelle figure elle apparaît, est ce qui ressemble le plus à ce qui est le plus important. J'ai nommé la liberté. Voilà où est le lien avec la liberté. C'est-à-dire que quand quelque chose, dans l'apparence, donne à tort ou à raison l'impression d'exprimer la liberté, j'avais même dit que c'est une injustice énorme, car j'ai vu en Afrique noire en particulier des femmes de 120 kilos danser avec une souplesse que je n'aurais jamais avec mes 49 kilos, et manifester une liberté de geste, de grâce, de mouvement extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, mais quelque part statistiquement dans l'inconscient, là je suis en train un petit peu de démontrer le lien que je fais entre liberté et beauté, dans l'inconscient de chacun, chacune d'entre nous, un poids excessif, par exemple, va être connoté avec la soumission à la loi, n'est-ce pas? Avec l'engoncement dans le monde matériel et dans la soumission à la loi, ici la loi de la chute, alors la liberté vers le haut et la chute va vers le bas. Voilà, c'est aussi stupide que ça. Et c'est ce qui fait aussi qu'on apprend aux enfants à être racistes dès qu'ils sont petits, sans le vouloir, n'est-ce pas? Quand on dit regarde comme il est mignon l'ourson, alors qu'un ours peut vous arracher la tête d'un coup de griffe négligent. Un nounours, quoi. Hein, et qu'un lézard, n'est-ce pas, c'est vilain et tout, parce qu'il a une tête comme ça. En fait, parce qu'il ouvre la gueule, qu'il a les yeux exorbités, le pauvre lézard, du coup, on lui prête d'être plus déterminé par la veulerie, par le besoin, par l'appétit. Et en fait, c'est tout à fait injuste, parce qu'un lézard est beaucoup moins dangereux qu'un ours, faites-moi confiance. On parle de très rares lézards qui font plus d'1 mètre de long, enfin de très rares, dans nos parages en tout cas, et qui existent vaguement dans le désert australien par exemple. L'éloderme, il y en a un qui s'appelle, qui est vaguement venimeux dans ses pustules. Donc voilà, hein, et première correction, donc l'importance de lier l'amour, la beauté et la liberté. Alors, déjà qu'avec Mnémosyne, je n'avais rien pigé. Je la rassure, on va reparler de la mémoire, n'est-ce pas? Donc, j'ai bien décidé entre nous que trancher la terminologie, faut-il dire les sciences humaines par opposition aux sciences dures, les sciences humaines, les sciences sociales, n'est-ce pas? La culture par rapport à la nature, j'ai décidé de regrouper tout ça sous une rubrique qui s'appelle les sciences de l'histoire, ou les sciences historiques, comme on voudra. On est déjà dans la mémoire. Ah, c'est pas la mémoire individuelle, tiens, je me souviens que j'avais 3 ans, que ma grand-mère, non, c'est la mémoire collective, n'est-ce pas? Donc je la rassure, je comprends que c'était compliqué, et je résume le quotient de ce que j'ai dit pendant tout le cycle sur la mémoire, comme quoi si je peux le résumer d'une manière très courte comme ça,
c'est que c'est moins sinueux qu'on ne croit, n'est-ce pas? À savoir, et là je fais abstraction de tous mes détours, que le mécanisme de la mémoire en chacun d'entre nous est à chaque instant contrarié par son contraire. Je fais exprès de faire un pléonasme, n'est-ce pas? Ou une terrible redondance. Je veux dire par là que nous avons besoin de la mémoire pour remonter dans le passé, mais en même temps, il y a un seuil au-delà duquel nous n'allons pas parce que, j'ai pris l'exemple d'Oedipe, nous n'avons pas intérêt à savoir ce qui s'est exactement passé parce que ça viendrait troubler l'image tant soit peu gratifiante que nous avons de nous-mêmes. Ça viendrait contredire, n'est-ce pas, ce que, par exemple, dans le champ freudien, on appelle le idéal-ich, le moi idéal, n'est-ce pas? Quand la mémoire remonte un peu loin, on s'aperçoit qu'il y a pas mal de souvenirs, quand ils reviennent à la mémoire, souvent malgré nous, qui viennent contredire cette image un peu idéalisée que chacun de soi-même. Donc voilà. Et dernier point, la morale n'est pas très morale pour le coup. Alors là, c'est parce qu'elle est peut-être allée jusqu'au bout de l'or du Rhin, mais il n'est pas allé, pardon, au bout de la tétralogie de l'anneau. C'est que ça va très mal finir pour Wotan, n'est-ce pas? Il va être emporté je peux le dire parce que ce n'est pas un policier, cette histoire, il va être emporté à la fin du crépuscule des dieux par le feu qui ravage le Valhall et qu'allume sa fille préférée, Brunhild, n'est-ce pas? La Valkyrie, la figure sublime qui rappelle un peu l'Antigone grecque. De tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne, dit Hegel dans ses cours sur l'esthétique, à Berlin, le vieux Hegel, à ses auditeurs, de tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne, il ne parle pas du théâtre, de la littérature, de la musique, en général de l'art, de tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne, et je les connais tous. Il y a cette espèce de... Il lâche un petit cri d'orgueil là, mais il rattrape tout de suite en disant « et chacun peut et doit les connaître ». De tous les chefs-d'œuvre de l'Antiquité et du monde moderne, je règle le suspense, Antigone me semble, de Sophocle, Antigone me semble le plus parfait, le plus apaisant. Voilà une histoire qui est valable dans tous les lieux et dans tous les temps. En elle, féminité et virilité sont individualisées. Voilà, je ne commande pas pour l'instant, j'ai consacré un livre à commenter ce passage, qui s'appelle Féminité et communauté chez Hegel. Je dois bien cette publicité à mon éditeur Delga. Donc ça finit très mal pour Wotan, et le Valhall va être est loin de suffire à la sécurité pour laquelle il l'avait fait construire, n'est-ce pas? Le Nibelung, pour se venger d'avoir été dépossédé de tout, ce que Clomisil a très bien vu, ne va pas cesser de faire un travail de sape au sens propre, pas de ronger par en dessous l'édifice du Valhall qui finira par s'écrouler à la fin. Donc, il ne l'emporte pas du tout en paradis. Voilà, hein, je dis ça pour la rassurer, non pas pour restaurer la morale, car la morale au sens de ce qui doit être, il faudrait que ceci, cela, c'est un peu oiseux, c'est ce que Nietzsche appelait, il n'a pas tort à ce niveau-là, la moraline, ou, pour citer quelqu'un apparemment de très différent de Nietzsche, puisque c'est un chrétien, mais que Nietzsche mettait à part, un très rare chrétien pour lequel il y a eu beaucoup d'admiration, je pense à Pascal. Pascal, dans une formule célèbre, a dit la vraie éloquence se moque de l'éloquence, la vraie morale se moque de la morale. Voilà. Donc, j'en reviens maintenant à la question il est temps de rentrer dans le scientifique, à la question de Bastien Castillo, qui nous suit très fidèlement depuis un bon moment, et que je ne connaissais pas en dehors du net, et donc que j'ai eu le plaisir d'avoir au téléphone tout récemment, pour lui demander l'autorisation, bien sûr, de prendre sa longue question que je vais vous lire comme point de départ, comme base de départ, comme camp de base, diraient les alpinistes, n'est-ce pas, de notre ascension laborieuse vers une éventuelle réponse à la question, n'est-ce pas, comment des sciences de l'histoire peuvent-elles être réelles?
Alors voilà, Bastien dit, oui, j'ai décidé de la prendre comme base de départ parce que, et c'est un grand service qu'il nous rend à tous, il résume un petit peu, et en ce sens, vous voyez, il corrige le côté qui agaçait un petit peu Clomicile, et je la comprends avec mes détours, le côté qui semble un peu embrouillé, n'est-ce pas? Mais, et ça devrait rassurer Clomicile, Bastien, lui, a bien vu la cohérence qu'il y a dans tout cela. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut s'accrocher, remonter un peu plus loin. J'ai donné un exemple avec Nature au paysage tout à l'heure. Et donc, sa question est très intéressante parce qu'elle résume beaucoup de problématiques de cycles précédents qui rassemblent pour, comme étant jamais autant d'actualité que au moment où nous devons répondre à la question sur ces sciences de l'histoire, de savoir comment elles sont réelles. Bonsoir, j'ai une question relative, hein, je le cite maintenant, au désaccord qu'avait exprimé Léo sur la scientificité en acte du matérialisme dialectique et historique. Je rappelle ici que notre camarade Léo Bernus, camarade et ami, pas, que je me félicite d'avoir rencontré et dont j'apprécie toujours les interventions, avait été troublé ou s'était étonné que je puisse prendre une distance avec la notion de socialisme scientifique. Je ne le récuse pas, loin de là, mais je prenais des distances. Vraiment, je ne peux pas être plus précis et plus mesuré. Ce n'est pas du tout diplomatique, ça convient exactement à ma position, à savoir que grâce aux avancées du marxisme, de Marx, de Engels, plus tard de Lénine, qui a fait un travail théorique considérable, un socialisme, c'est une doctrine politique, je veux dire, un nouveau socialisme est apparu, car le mouvement existait avant Marx, en gros, hein, un petit peu avant. Il coïncide avec le début du développement de la classe ouvrière. Un nouveau socialisme est apparu qui avait le mérite de ne pas être seulement dans la mystification, l'opinion, le délire, le fantasme, mais qui était, c'est une formule de Engels, socialisme scientifique, opposé ici au socialisme. Dans les classiques du marxisme, on oppose ce socialisme scientifique au socialisme utopique, qui en est l'exact antonyme dans la littérature marxiste, n'est-ce pas? Utopique, je reviens un peu à ce que je disais à l'instant lorsque je répondais à Clomicile, que la morale au sens subjectif, il n'y a qu'à le devoir être, c'est ça l'utopie, n'est-ce pas? C'est ce qui devrait être, n'est-ce pas? Dans l'idéal, voilà comment devrait être la cité idéale. C'est un peu comme ça qu'on a considéré pendant longtemps la République de Platon. Il a fallu attendre Hegel pour comprendre que dans sa République, Platon, loin d'imaginer une future cité, ne faisait qu'exprimer son présent historique et politique et les menaces qui entouraient la cité. Donc, j'applique cela ici. Le socialisme utopique a le défaut de toutes les pensées du devoir-être, alors que s'il y a un point commun, et là on rentre de nouveau dans notre cycle, entre la philosophie et les sciences, c'est que les deux veulent rompre avec l'opinion, avec la doxa, avec le fond de la caverne en termes platoniciens, avec le café du commerce. Je pourrais dire aussi pour qu'on se comprenne, mais à chaque fois je précise que je n'ai rien contre le café du commerce dès l'instant que la vérité n'est pas en jeu. Ce n'est pas le lieu, n'est-ce pas, où surgit tout d'un coup la vérité. N'est-ce pas, on y va pour discuter du dernier match, c'est pas, on ne sera jamais d'accord, n'est-ce pas, entre l'OM et le PSG, et Bastia ou Nantes, peu importe, mais ou pour frimer en payant la tournée aux copains, ou au contraire pour parasiter en se la faisant payer. Le but, on n'y est pas pour, voilà, on y est pour des choses très importantes, n'est-ce pas? Et ne serait-ce qu'une certaine forme de sociabilité qui est indispensable à tout un chacun.
même si tout un chacun peut trouver autre chose que le café du commerce pour la réaliser, son équipe de foot, j'en sais rien, moi, son club de bridge pour certains, n'est-ce pas, ou de faire de la musique de chambre et de retrouver ses compagnons au travers d'une pratique instrumentale ou vocale, dans une chorale. Voilà, l'essence là. Ce n'est pas le lieu de la vérité. Il y a d'autres finalités et que je me garde bien de rabaisser en valeur. Donc, mais enfin, voilà, ce qui est commun à la philosophie et à la science, c'est de rompre avec un discours où quand une proposition vraie surgit, c'est tout à fait par hasard, n'est-ce pas, à la limite. Ce n'est pas le souci premier de ces lieux-là. Donc, préférer la vérité à l'opinion, et donc la science, le savoir, au sens étymologique de science, inspirer, je le rappelle, vient d'un verbe latin qui veut dire savoir, tout simplement. Je suis obligé de faire des rappels qui sont tellement simples qu'on les oublie, tellement ils sont fondamentaux. Et ce n'est pas pour ça qu'ils sont vus bien clairement. Mais quand un garçon, un gamin, un garçon, une fille, de 4-5 ans dit, en répétant, les adultes, a dit 2 et 2, on lui demande combien, il dit ça fait 5. C'est pas? On ne peut pas dire qu'à ce moment-là, il connaît la somme de 2 et 2. D'accord? Donc sa phrase n'exprime pas un savoir. Lui, il croit savoir dans sa tête, hein, mais il y a loin de la conscience à la science. Il n'y avait qu'à lire la phénoménologie d'Hegel pour voir tout le chemin immense qui comporte plusieurs millénaires qui mène de la conscience pleine de mystification à la science qui demande un dur parcours. Donc, vous voyez, ça nous fait des rappels basiques. Je suis en train de dire que le verbe savoir, ou plutôt le substantif, ceci est un savoir et non pas une opinion, ne peut se rapporter que lorsqu'il y a vérité. Un savoir non vrai est une contradiction, c'est comme un cercle carré. 2 et 2 égale 5 n'exprime pas un savoir. C'est plus simple comme ça, n'est-ce pas? Donc voilà, je rappelle toujours pour expliciter la position de Léo Bernus auquel donc Bastien faisait allusion, ce qui prouve qu'il suit bien ce qu'on a dit à ce sujet. Léo, militant, et il a bien raison, n'est-ce pas, militant, enfin pas dans une chapelle déterminée, mais militant de la cause marxiste, et s'étonner que j'ai pu, non pas snober, pour reprendre un terme bluescardien, n'est-ce pas, mais que j'ai pu dire les textes de Marx, de Engels et de Lénine ne constituent pas une science en acte. Maintenant, je résume l'essentiel. Voilà ce qui avait troublé et peut-être choqué Léo, et je le comprends. Ne constituent pas une science en acte, mais ce n'est pas non plus un retour à l'opinion ou à la contingence des socialistes utopiques, et j'en passe, et de la fantasmatique. Et entre les deux, j'avais trouvé un mot qui me semblait-il pouvait faire consensus, ce sont des disciplines. Tous ceux qui ont été soumis à une discipline, que ce soit sportive, linguistique, pianistique, n'est-ce pas? Je m'attarde juste quelques secondes sur la discipline musicale, mais quand on disait à Mozart, là, qu'est-ce que vous êtes doué, alors il répondait, écoutez, moi, je marne plusieurs heures par jour depuis l'âge de 3 ans, hein, je signale au passage. Voilà. Une discipline, c'est ça aussi, donc c'est pas n'importe quoi. Je veux dire, il n'y a rien de réducteur quand je dis que le corpus marxiste, n'est-ce pas, nous met à nos dispositions une série de disciplines. C'est économiquement, historiquement, politiquement, ça n'a rien de réducteur. Voilà, ayant explicité donc cet échange que j'ai eu avec Léo, je peux reprendre et continuer la question de Bastien.
J'ai une question relative au désaccord qu'avait exprimé Léo sur la scientificité en acte du matérialisme dialectique et historique. Donc, j'y reviens une dernière fois avant de continuer. Il a bien raison de préciser en acte, c'est pour ça que je dis que sa question est très bien formulée, dans la mesure où il n'est pas question pour moi de nier, et je le confirme aujourd'hui, que le quotient le plus important des avancées opérées par Marx, là je parle au singulier, c'est d'avoir, par ses analyses, ouvert ou levé la barrière qui nous empêchait d'emprunter la route qui mène aux sciences de l'histoire. Donc, il les a rendues possibles, les sciences de l'histoire. Voilà. Pour ma part, et en collant au texte de Marx, alors pardon, Bastien ajoute, car j'admets avoir été troublé et stimulé par votre échange. Là aussi, je m'arrête. Troublé et stimulé. Je vous dis que c'est bien formulé. Je ne sais pas si Bastien, qui actuellement fait des études qui me pardonne de raconter sa vie, enfin, il n'y a rien de bien confidentiel, qui actuellement est en train de finir une licence de philo, avait commencé par un cursus de mathématiques, n'est-ce pas, de scientifique. Donc, c'est un interlocuteur tout à fait indiqué, n'est-ce pas, pour la réflexion dans le cycle actuel. Et peut-être que dans son cursus de philo, quand on a évoqué les origines de la philosophie, ses professeurs, je sais, ils ont dû lui parler de Socrate. Je ne sais pas s'il l'a appris, mais en tout cas, je fais comme si ce n'était pas le cas. Je dis que peut-être sans le savoir, il retrouve exactement ce que les contemporains de Socrate disaient de ce qu'il y avait de plus décisif chez lui, n'est-ce pas? C'est qu'il était à la fois troublant et stimulant. Troublant parce qu'il posait des questions qui faisaient que tout d'un coup on s'apercevait qu'on ne savait plus rien de ce qu'on croyait être clair, n'est-ce pas? Ça, je le répète pour Clos Missile, que c'est plutôt un moment fécond d'être troublé, que ça ne doit pas être un blocage, au point que Platon fait dire à Socrate qu'il faut comparer ça lorsqu'on est un peu perdu complètement aux douleurs de l'enfantement, c'est-à-dire des douleurs fécondes, ce n'est pas des douleurs mortifères. Donc voilà pour troubler et stimuler. J'admets avoir été troublé et stimulé par votre échange, donc l'échange entre Léo et moi-même. Pour ma part, et en collant au texte de Marx, donc visiblement Bastien a eu le mérite de se le colter, ce n'est pas toujours facile, il y a des passages très clairs chez Marx, d'autres qui sont beaucoup plus ardus, j'avais compris que la scientificité du marxisme réside dans la base même du matérialisme dialectique et historique. Deux points, étudier le monde réel, donc là vous voyez, ça confirme que contre le socialisme utopique, antérieur à Marx, je ne sais pas moi, les Proudhon et tant d'autres, contre le socialisme utopique, les sciences de l'histoire doivent s'appliquer, comme toutes les sciences d'ailleurs, à ce qui est et non pas ce qui doit être. Il y a très peu de lignes par rapport aux dizaines de milliers de lignes qu'il a écrites chez Marx consacrées à ce que devrait être le monde communiste. Très peu. Il y a quelques petites allusions, en particulier dans le programme de Gotha et d'Erfurt et dans quelques autres dans son courrier. Mais, je veux dire, l'immense majorité de son corpus, comme l'indique le titre de son œuvre maîtresse, Le Capital, s'applique à regarder ce qui existe, à savoir l'exploitation capitaliste, comment ça fonctionne. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec le capitalisme, c'est un autre problème, mais si on veut s'en débarrasser, il vaut mieux savoir comment ça fonctionne. Ainsi, je reviens au ring, vous voyez, n'est-ce pas, lorsque Brunhild veut se venger de la trahison de Siegfried, on verra ça plus tard, hein, elle doit bien demander à Hagen, le fils d'Alberich, le Nibelung, elle est bien obligée de lui demander, il paraît que Siegfried est invulnérable depuis qu'il s'est baigné dans le sang du dragon, mais est-ce qu'il n'a pas un petit défaut dans la cuirasse? Et Hagen finira par lui dire qu'il y a une petite place entre les deux épaules où on peut lui planter, n'est-ce pas, une arme et que là, il est vulnérable. Voilà. Ou plutôt l'inverse, hein, c'est Hagen qui demande à Brunhild. Voilà. Donc, si on veut se débarrasser, je finis ma comparaison du capitalisme, il faut savoir comment il fonctionne
Et la situation actuelle montre qu'il n'est pas invulnérable, pour reprendre ma comparaison avec Siegfried, n'est-ce pas? Parce que ça bafouille, et ça cafouille, au point que, j'arrêterai ici cette première incursion dans l'actualité immédiate, que je ne perds jamais de vue, même lorsque je parle de la préhistoire, à savoir que il n'était jamais question, n'est-ce pas, dans les déboires que nous connaissons, le scandale, n'est-ce pas, de la vaccination, où on s'aperçoit qu'il n'y a que 75 000 Français qui ont été vaccinés depuis le moment. On leur promet à chaque fois qu'il y a des millions de doses. Il n'y a que 75 000 Français qui ont subi vraiment, n'est-ce pas, les 2 phases du vaccin. C'est le pays de loin le plus en retard parmi les pays européens. Et voilà que on nous explique, oui, ben, la demande est plus forte que prévu, les fournisseurs, le robinet s'étrangle. Oui, et pourtant, pas, il y a des vaccins russes et chinois qui sont disponibles dont on ne parlait jamais. Et devant le fiasco français et européen, parce que l'Europe est venue très tard à la commande de vaccins, au point que AstraZeneca a été obligé de dire à Bruxelles, nous, ça fait 3 mois qu'il est en circulation et vous avez attendu 3 mois pour nous demander, on a bien été obligé de fournir ce que nous l'avons commandé avant. Il fait allusion aux États-Unis. Donc, devant ce fiasco, la Hongrie, partie qui fait partie de l'Union européenne, a dit, et si on regardait du côté du vaccin russe? J'imagine les réactions, vous n'y pensez pas, les Russes, c'est des sous-hommes, enfin ça, je parle comme à l'époque nazie, mais il y en a qui le pensent encore, je veux dire, il ne faut pas oublier que les Slaves, c'est des slaves, des esclaves. Une expression à votre serviteur, le Russe, c'est le nègre de la blancheur. Le nègre n'existe pas, mais c'est dans la représentation, c'est-à-dire le dessous du panier social. Ce n'est pas le nègre dans la race blanche, c'est le Russe. Ce qui est pas, le colonisé par rapport au colonisateur, pour en revenir à l'histoire de France, c'est ce qu'est le polonais pour l'allemand et c'est ce qu'est le russe pour le polonais. Vous voyez? Bon, allez, soyons sérieux. Donc, personne ne faisait allusion au vaccin russe. Voilà qu'il a été fait l'objet d'une évaluation et on apprend ce matin que entre l'OMS et les organismes anglo-saxons, ils l'ont évalué et qu'il est valable à 92%. Alors que l'AstraZeneca, il m'est interdit, parce que je viens d'apprendre que nos autorités l'ont homologué, sauf pour les personnes de plus de 65 ans où il n'est pas fiable, n'est-ce pas? Et ça, c'était la Hongrie. Alors on disait, oui, mais on voit ce que c'est un pouvoir musclé, donc ils s'entendent bien avec Poutine, tout ça, c'est des populistes. Et puis, c'est pas grave, c'est marginal, c'est la Hongrie. Et mépris sur mépris. Et tout d'un coup, là, maintenant, c'est l'Allemagne, avec la chancelière Merkel en personne, qui décide de commander 1 million de doses au vaccin chinois et aux Russes. Voilà, c'est pour vous dire, n'est-ce pas, que ça va assez mal, qu'il y a des vulnérabilités, je reviens à mon propos, n'est-ce pas, et qu'il vaut mieux s'appliquer à ce qui est qu'à ce qui doit être. Sinon, on enfante des songes. Et des songeries qui n'ont pas toujours la beauté et la profondeur des rêves. On reviendra sur ce distinguo une autre fois. Cependant, poursuit Bastien, enfin je reprends et je poursuis, la base même du matérialisme dialectique et historique fondé par Marx, non entendu, c'est qu'il faut étudier le monde réel dans ses contradictions, ce qui nous renvoie à la dialectique, pour comprendre l'ensemble du monde humain, idéologie comprise donc. Cependant, il est clair qu'il faut distinguer l'étude de la matière, alors vous voyez qu'il y a une allusion claire aux sciences dures, et celle des formes idéologiques, car c'est la première étude, donc attention, on rentre dans le vif du sujet là, celle de la matière, qui peut se faire de manière, il cite Marx, entre guillemets, scientifiquement rigoureuse. Il fait allusion, bien sûr, à cette fameuse préface de 1859 que je vous ai si souvent citée, ce texte dont je dis qu'il y a le plus de Marx dans le minimum de lignes, qu'il y a un max de Marx dans le minimum de lignes, pardon pour ce mauvais jeu de mots, et dans lequel, ce qui est très rare, Marx résume sa pensée. On avait fait même le parallèle avec Hegel qui déteste qu'on lui dise quelle est en une phrase ce qui peut résumer votre pensée. Alors pour Hegel comme pour Marx, c'est le développement qui est important, n'est-ce pas? Et donc le détail
et non pas seulement pour ceux qui les paresseux, qui trouvent plus profond un aphorisme de Tartampion. Je ne dis pas Nietzsche parce que c'est évident, mais maintenant, il y en a qui me citent du Sioran, n'est-ce pas, qui était un collabo, qui était plus nazi que la moyenne des pétainistes. Je veux dire, bon, je vais m'énerver. Enfin, on est toujours libre de déposer ce qu'on veut comme commentaire sur ma page, mais j'aimerais bien qu'on ne la souille pas avec ce genre de référence. Sous heideggerienne, c'est pas peu dire. Hein. En matière de péjorativité. Donc, ce texte qui résume le maximum de Marx dans le minimum de lignes, je le rappelle ici, je le rappelle pour ceux qui auraient pris le train en marche, que ce texte, c'est la préface écrite par Marx et parue en 1859, il est rédigé entre 57 et 59. Préface à quoi cette œuvre qui a été rédigée donc dans cette période? Elle a pour titre contribution à la critique de l'économie politique. Alors voilà, je ne veux pas m'attarder, ce n'est pas le sujet central, mais enfin, il y a quand même, rien qu'en analysant le titre, rappeler premièrement que c'est le titre que Marx proposait de donner au Capital, c'est en cours de route qu'il a changé et qu'il a mis ce titre beaucoup plus court, le Capital, n'est-ce pas? Mais ça devait s'appeler critique de l'économie politique. Et dans cette préface, donc, préface à la contribution à la critique de l'économie politique. Deuxième remarque, n'est-ce pas, qui prouve à quel point le marxisme n'est pas une nouvelle économie, fût-elle révolutionnaire, qui viendrait s'adjoindre, on entend dans le partage des sciences humaines, à l'économie politique bourgeoise classique, n'est-ce pas, Smith, Ricardo et Jean-Baptiste Say et j'en passe. Non, c'est au contraire une critique de l'économie politique comme discipline en général, enfin, de sa prétention à rester autonome, n'est-ce pas, à l'intérieur des sciences dites humaines, sociales, etc. Et que nous appréhendons dans leur vérité quand on les appelle historiques. Et donc, dans cette préface, il y a 2 pages qui sont un temps fort et qui commence par cette phrase importante, n'est-ce pas, le résultat général auquel j'arrivais et qui, une fois saisi, servit de fil conducteur à mes recherches. Alors, c'est très rare que Marx parle comme ça. Là, c'est de l'or en barre, n'est-ce pas? Marx, premièrement, dit le résultat auquel j'arrivais, donc là, sans l'embrouiller par tous les méandres qu'il a fallu qu'il franchisse pour y arriver, il a la difficulté des analyses conséquentes, ce résultat, et qui est servi de fil conducteur. Voilà l'invariance. Ça veut dire que si vous oubliez tout, ben vous retrouvez tout le détail de Marx en vous concentrant sur cette préface. Cette préface qui est détestée, y compris souvent par des marxistes, y compris même dans la mouvance communiste pour certains, précisément parce qu'elle est tellement claire, tellement univoque, qu'elle réfute de ceux qui se sont laissés influencer par l'idéologie réactionnaire bourgeoise du relativisme, où il y aurait autant de Marx que de lecteurs de Marx, à peu près, vous voyez. Ah, ce serait commode, ça, pour le MEDEF. N'est-ce pas? Vous vous rappelez le combat de Platon et des sophistes, n'est-ce pas? En particulier de Platon et de Protagoras, enfin de Socrate et de Protagoras qui disait le vin te paraît sucré, c'est qu'il est sucré, il te paraît amer, donc il est amer. Il n'y a rien à dire d'objectif sur le vin. Allez expliquer ça à un œnologue, n'est-ce pas? Donc, je précise ici que ce texte est capital, et pour en finir dans mon rappel de ce texte auquel fait allusion Bastien, je rappelle qu'il se divise en 2 parties. Là, c'est votre serviteur qui je me permets de rappeler que je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de commentateurs de Marx, d'exégètes, qui insistent sur cette dichotomie que je vois dans ce texte. C'est qu'il se divise en 2 parties qui se contredisent presque, mais pas du tout contredire au sens d'une bévue, hein. Ce n'est pas une contradiction inaperçue, c'est au contraire très réfléchi. C'est dans une première partie, Marx expose ce qu'on pourrait appeler le marxisme basique, ordinaire. On va même voir que la métaphore de la base se trouve ici, à savoir une métaphore spatiale, il y a le bas et le haut, se trouve parfaitement justifiée, où il rappelle qu'il y a ce qu'il y a dans la tête en haut, et puis il y a ce qui est en bas, hein, l'économie, les forces productives matérielles, n'est-ce pas? C'est ce que chacun connaît même de loin de Marx et qui croit qu'il lui suffit de connaître ce partage
pour être marxiste, surtout en disant que ce qui est en bas détermine ce qui est en haut. Ce qui est exact au sens purement arithmétique, mais qui est faux du point de vue de l'abstraction. Je m'explique. Donc, il y a l'infrastructure, infra veut dire en bas, qui détermine le super en haut. Structure, vous voyez, j'insiste sur le côté spatial, comme s'il n'y avait pas de temps, alors que je vous parle des sciences de l'histoire, que ce texte sert de fondement, n'est-ce pas, aux sciences de l'histoire. Eh bien, nous y voici, point à la ligne. Deuxième grande partie, je vous ai sauté quelques passages. À un certain degré de développement des forces productives, à un certain degré de leur développement, pardon, les forces productives de la société entrent en contradiction avec les rapports de production au sein desquels elles s'étaient développées jusqu'alors. Allez, traduisons en français. Les forces productives, mettons la charrue au Moyen-Âge, par exemple, de la société, la charrue d'un côté, le moulin pour broyer les grains de blé d'un autre côté, les forces productives de la société entrent en contradiction, alors ça c'est purement matériel, les forces productives, hein, la charrue, le moulin, entrent en contradiction avec les rapports de production. Il y a de nouveau le mot production, mais ce n'est plus les forces productives, c'est les rapports de production. Et les rapports, autant les forces productives sont une notion purement économique et matérielle, autant les rapports de production sont une notion politique. Car Marx ajoute aussitôt, au cas où on ne comprendrait pas ce qu'il appelle rapport de production, les rapports de production ou, ce qui n'en est que l'expression juridique, les rapports de propriété au sein duquel c'était mis jusqu'alors. De même que je vous ai donné la charrue et le moulin avant ou à bras, hein, ou actionné par un âne ou des esclaves. De même que je vous donnais le moulin et ou la charrue comme exemple de force productive, je vous donne comme exemple de rapport de production au sein desquels elle se développe, ici la féodalité. Au point qu'on a pu dire le moulin à bras donne la féodalité, le moulin à vapeur donne la bourgeoisie. Et là, on voit bien à quel point, première partie, les forces productives déterminent les rapports de production. N'est-ce pas ? Et le rapport des deux, des forces productives au rapport de production, je suis obligé de faire ces rappels, définissent, troisième apparition du mot production, troisième variante, le mode de production. Force productive, il y en a trois, je vous rassure. Force productive, rapport de production, mode de production. Force productive, notion purement matérielle et économique. Rapport de production où intervient le juridique et donc le politique. Qui est propriétaire de ce moulin? À quel seigneur doit-on payer une taxe lorsqu'on franchit le pont qui traverse une rivière? Troisièmement, le rapport des deux, quand on prend dans l'ensemble le côté économique d'une société, vous commencez à comprendre en quoi ça ne se réduit pas à un économisme, le marxisme. Ce qu'il faut rendre cette justice, Althusser avait vu. Au point qu'il y a un chapitre de Lire le Capital qui s'appelle que le marxisme n'est pas un économisme et qu'il avait déjà développé dans Lire Marx. Quand on prend l'intégralité d'une figure historique, on y arrive, de ce que les historiens, marxistes ou pas, appellent, je sais pas moi, le Moyen-Âge, la Renaissance, l'Antiquité grecque ou crétoise, ou babylonienne. À chaque fois, ce qui caractérise ces moments, pour prendre un terme hegelien, c'est le rapport des forces productives au rapport de production, le rapport des deux définissant un mode de production. Et à la fin de cette fameuse préface, Marx dit, pour aller très vite, parce qu'il le fait à l'âge, ce n'est qu'une préface, n'est-ce pas? Dans l'histoire, vous pouvez voir se succéder le mode de production asiatique, qui est en gros lié à la domestication de l'eau, hein, en gros, hein, les barrages, c'est que ça a commencé comme ça entre le Tigre et l'Euphrate et sur le Nil, n'est-ce pas, ou en Chine, hein, ou aux Indes. C'est au bord des grands fleuves que se sont développées les toutes premières civilisations urbaines, par exemple. Donc, l'écriture, donc tout ce qui est proprement historique au sens strict. Je le dis parce que des fois, j'ai l'air j'emploie un peu historique dans deux sens, je le confesse. Tantôt, c'est au sens strict que je viens de rappeler, pas l'histoire avant l'écriture. Tantôt, je prends l'histoire au sens de la praxis, c'est-à-dire dès l'instant
que l'homme a fait reculer la nature, n'est-ce pas, en faisant des cases sur pilotis à la préhistoire. Voilà. Laissons cela. Ce n'est pas les occasions d'y revenir qui manqueront. Donc, le mode de production asiatique, puis le mode de production esclavagiste, c'est à peu près toute l'Antiquité, n'est-ce pas? L'esclave est le pilier. Vous voyez, quand on lit à travers Marx l'histoire, on ne regarde plus la succession des empereurs, des rois, des batailles et des chevaliers bayards. C'est intéressant aussi. Hein. Mais enfin, je veux dire, ça vient cacher quoi? C'est pas, vous vous rappelez le beau poème de Brecht, hein? On dit que les rois ont construit Thèbes aux 7 portes, mais a-t-on jamais vu les rois ramasser des cailloux? On dit que les pharaons ont construit les pyramides, a-t-on vu les pharaons se pencher sur le sable? Et lorsqu'on a construit la muraille de Chine, où a-t-on logé les maçons? N'est-ce pas? Sont dans tous ces absents de l'histoire classique pré-marxienne, n'est-ce pas? Les producteurs, ce que Edmond Rostand, dans sa pièce L'Aiglon, désignera par une formule qui célèbre les petits, les obscurs, les sans grade, n'est-ce pas, ressuscite ici à notre mémoire, je fais un clin d'œil à l'intervenant précédent, précisément, l'esclave est le pilier sur lequel repose tout le mode de production esclavagiste, bref, l'Antiquité. Puis il y a le mode de production féodal, c'est le Moyen-Âge qui succède à l'Antiquité, puis le mode qui va jusqu'à la Révolution française avec ses variantes, n'est-ce pas, proprement féodales, puis monarchique, monarchie parlementaire, monarchie après, il y a des sous-espèces, tout ce que vous voulez. Et enfin, le mode de production bourgeois ou capitaliste, dont Marx dit que c'est le dernier en date, et que comme il a poussé à l'extrême les contradictions historiques entre force productive et rapport de production, sa suppression devrait entraîner la fin de la préhistoire humaine. Voilà, j'ai perdu. J'ai consacré du temps, je crois qu'il fallait rappeler ce texte fondamental, je le rappelle, introduction, bon, vous mettez ça, hein, vous mettez Marx, préface de 59, vous l'avez tout de suite dans plusieurs éditions et gratuitement, et même plusieurs Wikisources, donc, ou PDF, je répète, Marx, préface à la contribution à la critique de l'économie politique, 1859, je vous objurgue, si je puis dire, de relire cette préface, dont je n'ai fait que résumer à très grands traits, elle n'est pas très longue, hein, ça fait 3 pages. Je continue donc la question de Bastien. Cependant, il est clair qu'il faut distinguer l'étude de la matière et celle des formes idéologiques, car c'est la première étude qui peut se faire de manière scientifiquement rigoureuse. C'est là qu'il paraphrase hein, pratiquement, ou qu'il fait allusion très claire au texte que je viens de résumer, où Marx dit qu'à un certain degré de leur développement, les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction avec les rapports de production au sein desquels elles s'étaient mues jusqu'alors. Donc je m'étonne qu'il n'y ait pas plus de lecteurs de Marx qui n'aient pas remarqué que dans la première partie, on n'était pas dans la vérité marxienne. On était dans l'abstraction marxiste. L'abstraction de départ, oui, il y a l'infrastructure qui détermine la superstructure, mais ça ne se passe jamais comme ça, d'une manière verticale et automatique et mécanique. Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de critiques de Marx qui voudraient bien le réduire à un mécanisme. Et il y a des marxistes qui leur prêtent le flanc, n'est-ce pas, sans même s'en apercevoir. Or, Marx réfute dans cette préface ce point de vue en disant que ça ne se passe jamais comme ça, parce qu'on l'avait oublié, on n'est pas dans l'espace seulement. En bas, en haut. On est dans le temps, on est dans les sciences historiques. J'enfonce le clou. À un certain stade de leur développement, le temps est intervenu. Stade, développement, on revient à Hegel, là. Les forces productives matérielles de la société entrent en contradiction. Alors, il faudrait savoir, d'après un certain marxisme très réducteur, à mon sens, n'est-ce pas, les superstructures expriment les infrastructures, n'est-ce pas? Ou si vous préférez le dire à l'envers, les infrastructures sont la vérité de ce qui est dans ma tête. Vu de loin, ce n'est pas tout à fait inexact. Enfin, là, il est en train de dire le contraire. Il est en train de dire que les rapports les nouvelles forces productives, à l'apparition de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe siècle,
va bouleverser le monde féodal et faire passer la main du mode de production féodal qui durait depuis des siècles au mode de production dans lequel nous sommes encore, n'est-ce pas, bourgeois, industriels et capitalistes. Donc, je rappelle ici la phrase de Marx, à un certain stade de leur développement, ces forces productives entrent en contradiction. Donc, elles n'expriment, vous voyez, le haut n'exprime plus le bas. Le haut est en contradiction avec le bas parce qu'il y a eu un glissement, parce qu'il y a des différences de vitesse entre la vitesse à laquelle se développent les progrès techniques, d'avoir mis un collier sur le cheval, n'est-ce pas, au XIIe siècle, au Moyen-Âge, a été un progrès énorme dans le rendement de nos sols, n'est-ce pas? Parce que jusque-là, le cheval, quand il tirait, il s'étranglait. Et avec ce grand collier en cuir que vous voyez sur les vieilles gravures, pas le cheval pouvait tirer, bon, ça lui coûtait un gros effort, mais je veux dire, il ne s'étranglait plus. Rien que ça, n'est-ce pas? Le licol, n'est-ce pas, sont des progrès dans le développement des forces productives. Et bien sûr, le machinisme qui commence à se développer à la fin du XVIIIe siècle et surtout au XIXe siècle. Donc, je fais une parenthèse, parce que j'en vois déjà qui froncent les sourcils dès qu'on dit machine, n'est-ce pas? Et puis les décroissants acharnés et qui peuvent trouver un écho chez ceux qui, à juste titre, trouvent insupportable qu'un progrès dans la robotisation entraîne la mise à pied des forces de travail humaines qui faisaient l'affaire jusque-là. Je rappelle que, et j'en étais là, lorsque la révolution industrielle s'est mise en place, en particulier au début du XIXe siècle, non seulement ça n'a pas supprimé du travail, mais ça a créé des millions d'emplois à la machine, comme jamais il y en avait eu. Je le rappelle au passage. Et que ça crée la société dans laquelle la plupart de ceux qui m'écoutent, n'est-ce pas, sont issus, à savoir des gens qui ne perdent pas tout à fait leur vie à la gagner, ce qui était le cas de la paysannerie pendant des siècles. Donc, après avoir explicité ces allusions que fait Bastien au texte de Marx, il est clair qu'il faut distinguer, dit Bastien, l'étude de la matière et celle des formes idéologiques, car c'est la première étude qui peut se faire de manière scientifiquement rigoureuse. Bon, c'est ma dernière plongée dans le texte de Marx, mais quand il parle de formes idéologiques, c'est pas comme ça, c'est très précis. C'est que Marx dit que quand je reviens à ces bouleversements qui surgissent lorsqu'il y a un progrès dans les forces productives alors que les anciens rapports de production sont toujours là, il y a certains aspects du droit romain apparus il y a 2500 ans à l'époque de l'esclavagisme qui sont encore dans certaines législations, certains aspects. C'est pour vous dire que ce n'est pas la même temporalité, n'est-ce pas, qui régit les rapports de production et les forces productives. Il a fallu beaucoup de temps pour que le plan Marshall transforme, et ça, il a fallu le génie d'Anglouskar, n'est-ce pas, pour le développer, transforme à ce point notre sensibilité, n'est-ce pas, et nos idéologies, notre psyché, et j'en passe. Donc, je fais ma dernière plongée en précisant que ce qu'il appelle les formes idéologiques, il fait allusion à un passage où Marx dit que ce bouleversement affecte plus ou moins rapidement le monde d'avant, pour aller rapidement, celui des anciens rapports de production. Et il dit, lorsqu'on examine de tels changements, et là je ralentis, je cite Marx mot pour mot, il faut toujours distinguer le changement qui s'effectue dans les forces productives matérielles, qu'on peut constater d'une forme scientifiquement rigoureuse, c'est pourquoi Bastien met scientifiquement rigoureuse en guillemets dans la question que vous avez sous les yeux. Et effectivement, je veux dire, il faut savoir que cette table, maintenant, c'est en quelques minutes qu'une machine la produit, alors qu'il fallait 3 journées de travail, il n'y a pas si longtemps, pour la produire. Donc ça se mesure, c'est scientifiquement rigoureux. Ça, c'est le progrès dans la force productive. Et Marx dit qu'il faut distinguer les changements dans les forces productives, qu'on peut toujours démontrer d'une façon scientifiquement rigoureuse, des formes, alors attention à la liste, juridiques, religieuses, esthétiques, c'est toute une liste que je vous épargne. Bref, il y a donc une catégorie capitale qui résume toutes ces catégories-là,
qui les inclut, l'esthétique, le juridique, le philosophique. L'auteur de Misère de la philosophie, le même auteur qui a dit jusqu'ici les philosophes ne font qu'interpréter le monde, maintenant il faut le transformer à la fin des thèses sur Feuerbach, n'est-ce pas, serait étonné de voir que nous sommes encore en train de faire de la philosophie. Quelle misère, quel malheur au sens latin, n'est-ce pas? Miserus, ça veut dire ça au départ. Donc, il faut les distinguer des formes esthétiques, juridiques, philosophiques, religieuses, sous lesquelles les hommes, bref, et c'est ça le mot qui résume tous, les formes idéologiques. Donc, lorsque Bastien a le mérite de rappeler cette expression, les formes idéologiques, il faut insister sur forme, parce qu'on est fasciné par idéologie. On a raison, c'est la catégorie qui inclut tout ça. Mais ne pas oublier que dans le monde des superstructures, le monde des idéologies, on a affaire au réel. On n'est pas complètement dans le non-sens. C'est le tort de la critique traditionnelle de la religion à la Voltaire ou à la Feuerbach de croire que c'était une bêtise, c'était une erreur. C'est un peu mieux quand on est une aliénation chez Feuerbach que chez Voltaire, mais enfin, ça ne va pas plus loin, ce que Marx critique dans les thèses sur Feuerbach. Par contre, je veux dire, il y a bien quelque chose du réel dans les superstructures, dans ce que nous avons, dans nos idées, si vous préférez, qu'elles soient religieuses, scientifiques, pardon, il ne dit pas scientifique justement, religieuses, esthétiques, philosophiques, juridiques, etc. Mais ce n'est que la forme du réel qui est présente. C'est important la forme, hein, on reviendra, c'est pas rien. Hein. La forme, pas le contenu. Cependant, il est clair, et cette fois j'enchaîne, qu'il faut distinguer l'étude de la matière et celle des formes idéologiques, car c'est la première étude, celle de la matière, qui peut se faire de manière scientifiquement rigoureuse. La seconde, l'étude des formes idéologiques, celle auquel je voudrais qu'on s'applique lorsqu'on parle des sciences de l'histoire, mais avec d'une manière aussi scientifique que celle qui a fait ses preuves dans les sciences de la nature. C'est bien notre propos, là, on y est au cœur, n'est-ce pas? La seconde, si je m'en tiens à ce que tu avais, me parle, proposé pour définir une science, est en revanche du domaine des disciplines. Car il est impossible d'établir une relation de type cause-effet, celle qui triomphe en physique, en astrophysique, etc., n'est-ce pas? Dois-je rappeler que je dis précise à chaque fois que quand je résume les sciences de la nature, en particulier la physique, ce n'est pas le cas des mathématiques, qui n'est pas une science de la nature. Toutes les sciences de la nature ont besoin des mathématiques, et la mathématique en a besoin dans sa formulation, hein, dans son histoire, n'est-ce pas? Il y a eu un va-et-vient, et il y a souvent des problématiques venant de l'astronomie qui ont inspiré bien des équations mathématiques. Mais dans sa formulation, les objets mathématiques, en tout cas, ne doivent rien aux objets physiques. J'avais rappelé la dernière fois que l'égalité, qui joue un rôle fondamental dans toutes les doctrines, le corpus mathématique, la relation d'égalité, par exemple, la relation d'équivalence dans l'égalité des cas particuliers, pour parler plus rigoureusement, aux côtés du parallélisme et j'en passe, l'égalité n'existe pas, ni dans la nature, ni dans la matière, n'est-ce pas? Au point que Leibniz, le philosophe, promenait ses auditeurs dans un parc et les mettait au défi de trouver dans le parc 2 feuilles qui soient rigoureusement identiques. Voilà. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est avec cet outil, n'est-ce pas, les objets mathématiques qui ne correspondent à aucune réalité extérieure, parce que j'allais dire objective, non, il n'y a rien de plus objectif que si A égale B, B égale A. Ça n'a rien de subjectif. Mais en plus extérieur, que le monde extérieur se plie, n'est-ce pas, à des notions forgées, n'est-ce pas, par la pensée humaine. Comme le nombre, la droite, regardez, chaque fois qu'on fait une mesure, il n'y a pas de science sans mesure, il n'y a science que des mesurables. Le mètre, le centimètre, mais c'est des conventions. Vous allez pas me dire que le mètre existait dans la nature avant que l'homme ne le définisse, n'est-ce pas? Autrefois, par la longueur de l'étalon qui est au musée des poids et mesures à Sèvres, et maintenant d'une manière un peu plus fine, n'est-ce pas, à partir d'une oscillation isotopique, enfin, de manière beaucoup plus précise, n'est-ce pas? Pour le reste, vous demandez à l'Observatoire de Paris, où il y a dans son sous-sol une des mesures les plus tellement fines
la technologie mondiale des horloges tellement fines que la NASA emprunte souvent à cette technologie française ces outils de mesure des durées et des espaces, voilà, et des longueurs. Donc, pour y revenir, quand je parle de la relation cause-effet qui qui régit l'ensemble des sciences de la nature, je rappelle que je le prends au sens large, cause-effet, c'est-à-dire c'est bien sûr le couple qui définit le déterminisme, autrement dit la loi, la chaleur dilate les corps, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, loi de la conservation de l'énergie, loi de la dilatation, bon, et j'en passe. Et le principe d'Archimède avait déjà la forme d'une loi. Et bien sûr la loi de la chute des corps, la loi de la gravitation universelle, pour arriver à toutes ces lois qui expriment une détermination et qui s'expriment d'une manière loin du langage ordinaire et de ses ambiguïtés, celui dont je me sers, de ses imprécisions et de ses approximations, se sert d'algorithmes dans le style y égale f de x, y est fonction de x, y dépend de x, y est déterminé par x. Donc lorsque Marx dit qu'il y a une détermination des superstructures par les infrastructures, il reprend le modèle y égale f de x, on est dans le déterminisme. Mais, et là je m'y attarde, dans les sciences de la nature, je dis que tout est régi par le couple cause-effet, le déterminisme pouvant être ici statistique et non pas seulement mécanique. La physique quantique a montré qu'il y a des zones, jusqu'à ce jour, n'est-ce pas, irréfragables d'indétermination. Par exemple, on ne peut pas, pour prendre l'exemple le plus emblématique, mesurer à la fois la position et la vitesse d'une particule élémentaire, n'est-ce pas, parce que les manipulations que nous sommes obligés de faire expérimentalement pour obtenir cette localisation ou mesurer cette vitesse perturbent précisément la vitesse autant que la position. Donc voilà, ce n'est pas du tout parce que c'est tellement compliqué qu'on n'y arrive pas, hein, c'est parce que c'est notre attitude cognitive elle-même, n'est-ce pas, qui vient ici altérer ce qui était là. C'est comme si quelqu'un voulait savoir éclairer avec 1000, 2000, 3000, 10 000 watts son jardin la nuit avec un projecteur pour voir comment il est lorsqu'il n'y est pas la nuit. C'est un peu contradictoire. Parce que lorsqu'il n'y est pas, justement, il n'est pas éclairé. Donc, je tiens compte, bien sûr, de la marge d'indétermination qu'il y a dans la physique quantique, mais qui n'est pas du tout un renoncement à la causalité. Il y a une causalité qui est même encore plus rigoureuse et même encore plus étendue dans la physique quantique. Je dis ça pour régler quelques comptes avec certains qui bafouillent dans les concepts, n'est-ce pas? Lorsqu'on traduit les équations en langage courant, c'est toujours ce qui arrive, lorsqu'on n'y prend pas garde en tout cas, en disant, grâce à la physique quantique, l'idéologie déterministe s'est écroulée. Non, c'est un certain déterminisme, pas, qui s'est écroulé, celui d'une relation bijective, si vous parlez en termes mathématiques, entre chaque cause et chaque effet. Mais par contre, je veux dire, il y a une extension de notre prévisibilité. On peut encore mieux prévoir et donc déterminer ce qui va arriver avec la précision quantique, croyez-moi. Même si elle est statistique, on ne sait pas où est l'électron exactement, mais on sait qu'il est entre le point X et le point Y, pour parler rapidement. Alors qu'avant, on croyait savoir où il était et on était dans le fantasme. Donc, Bastien rappelle, il est en revanche du domaine des disciplines, celui de l'étude des idéologies, car il est impossible d'établir une relation de type cause-effet, sous-entendu dans les sciences de l'histoire, sinon on rendrait mécanique, il est très rigoureux là, Bastien, et très conséquent, ce qui relève de la dialectique et donc de la liberté. Vous voyez, c'est très dense, hein, sa question, c'est pour ça que je fais beaucoup d'interruptions pour l'expliciter. Et c'est un excellent résumé à peu près de bien des séances que nous avons faites ensemble. Et sans doute de savoir qu'il a acquis ailleurs.
Et il fait une belle synthèse ici, n'est-ce pas? Je veux dire ailleurs que dans nos conférences. La seconde, si je m'en tiens à ce que tu avais proposé pour définir une science, est en revanche, la seconde, l'étude des idéologies, et du domaine des disciplines, sous-entendu, et donc mot un peu moins fort que science, car il est impossible d'établir une relation de type cause-effet, comme en physique, sous-entendu, sinon on rendrait mécanique ce qui relève de la dialectique et donc de la liberté. Ici aussi, je suis obligé de m'arrêter et faire des rappels à ceux qui s'embrouillent et qui ont bien raison de temps en temps, non pas de s'embrouiller, mais d'avouer et d'expliciter qu'ils sont embrouillés, car c'est comme ça que vient la vraie clarté. N'est-ce pas? C'est ce que j'appelais tout à l'heure les douleurs de l'enfantement, n'est-ce pas, de l'accouchement, qui ont donné son nom à la méthode socratique qu'on appelle la maïotique de Maïa, qui veut dire sage-femme, n'est-ce pas? Comme disait Socrate, je ne crée pas le savoir si tu ne l'as pas déjà en toi, mais je t'aide à le faire, à accoucher du savoir que tu as en toi. C'est une belle métaphore, n'est-ce pas? Ce qui prouve d'ailleurs, je reviens à Claume ici, que toute connaissance est bien remémoration, n'est-ce pas? Il faut accoucher du savoir que tu avais en toi, que tu as su, mais que tu as oublié. Voilà. Cependant, il est clair qu'il faut distinguer l'étude de la matière et celle des formes idéologiques, car c'est la première étude qui peut se faire de manière scientifiquement rigoureuse. La seconde, si je m'en tiens à ce que tu avais proposé pour définir une science, est en revanche du domaine des disciplines, car il est impossible d'établir une relation de type cause-effet, sinon on rendrait mécanique ce qui relève de la dialectique et donc de la liberté. C'est une manière de rappeler un problème qui avait surgi de la dernière séquence de notre long cycle dans nos premières années, il y a 7 ans, sur la philosophie de la connaissance. J'avais terminé sur le déterminisme. À la question que puis-je savoir, je reprends tout depuis le début. Donc je laisse de côté ici que dois-je faire, les sciences morales, politiques, juridiques. À la question axiologique, que puis-je savoir? On avait d'abord donné la réponse empirique, c'est la plus spontanée pour tout le monde. Moi, ce que je sais, c'est ce qui est devant moi, ce que je touche, ce que je vois. Puis on a vu à quel point c'était fragile. Je regarde le sol et je vois que ça ne bouge pas, alors qu'on est en train de bouger à 30 km/s autour du Soleil. Ça ne va pas loin. L'expérience seulement sensible. On est bien loin de l'expérimentation scientifique. Vous voyez que dans Sion, il y a quelque chose d'actif qui ne se contente pas de recevoir passivement une sensation comme par les sens, comme un chien sur sa truffe, n'est-ce pas? Ce qui est très utile pour lui, mais qui ne constitue pas une science. Donc, c'est très important de voir ici qu'à la fin de cette progression que nous avions développée dans la philosophie de la connaissance, première réponse, la réponse empiriste, que puis-je savoir ce que j'expérimente? Deuxième réponse, l'antithèse de l'empirisme, le rationalisme, ce que j'ai défini avec rigueur. Là, on passait, n'est-ce pas, de l'observation des astrologues de l'Antiquité aux mathématiques, n'est-ce pas, où il ne s'agit plus du tout de regarder à l'extérieur, car je viens de le dire il y a quelques minutes, ce n'est pas à l'extérieur que je trouverai le point, la droite, le plan, l'égalité, et j'en passe. Et encore moins certains nombres, n'est-ce pas? Je repense aux chiffres romains qui essayaient d'être empiriques dans leur chiffrage, avec un bâton pour 1, 2 bâtons pour 2, 3 bâtons pour 3. Arrivé à 4, ça devenait déjà trop compliqué pour les yeux, donc il fallait introduire une lettre, n'est-ce pas, et ainsi de suite. Allez. Donc le rationalisme qui prend la relève de l'empirisme, je résume et je dis l'essentiel. Dans l'empirisme, n'est-ce pas, il faut commencer par les choses. Dans le rationalisme, il faut commencer par les énoncés, les mots, les discours. Ce que font les mathématiciens, ça commence par des définitions, n'est-ce pas? J'appelle ceci, n'est-ce pas? J'appelle droite, j'appelle axiome, j'appelle parallélogramme, voilà, n'est-ce pas? Et après, on regarde tout ce qui découle sans contradiction de ce qu'on a énoncé dans ce qu'on appelle, comme par hasard, les notions premières, c'est par lesquelles il faut commencer, les définitions, les axiomes, les postulats. Vous voyez, donc on commence par les choses dans l'expérience, on commence par les mots dans le rationalisme. Vous devinez qu'il faut les deux pour faire une science digne de ce nom. Et enfin, synthèse des deux, le déterminisme, celle qui décide que les choses dans le monde extérieur, je ne sais pas moi, le mouvement des marées et le mouvement de la Lune, s'enchaînent
voilà, on retrouve la causalité et le déterminisme, s'enchaînent avec le même ordre que les propositions dans un manuel de mathématiques. Il y a un parallélisme. On a souvent dit ça à propos de Spinoza. Spinoza dit que l'ordre et la connexion des choses est le même que celui des idées, n'est-ce pas? Et donc, c'était la dernière étape de notre longue réponse à la question que puis-je savoir. Quand on a enfin le déterminisme, on a le monde de la science, celle d'aujourd'hui, et on peut avancer maintenant sur une route confortable et déblayée sur laquelle on n'a pas fini de marcher, mais enfin, on sait dans quelle direction aller, de continuer à étendre cet empire, n'est-ce pas, de la loi, du déterminisme, du Y égale F de X et de la causalité dans des domaines de plus en plus ou qui semblaient ne jamais pouvoir être accessibles à la science. N'est-ce pas? Bon. Et à une époque, on pensait que le courbe défiait toute mesure, prenait un double décimètre et essayait de mesurer une salle ronde, c'est compliqué. Et puis l'homme a découvert le nombre pi, et puis voilà, le courbe est devenu connaissable. N'est-ce pas? On pensait qu'on ne pouvait pas calculer des surfaces enfermées, non pas par des carrés comme un champ de blé ou rectangulaire, mais par des lignes courbes. Et en fait, à partir du calcul infinitésimal, au XVIIe siècle, à partir de Newton et de Leibniz, on a pu, grâce aux dérivés, aux primitives, n'est-ce pas, on a pu, aux intégrales, etc., on a pu, calcul intégral et différentiel, calculer des aires enfermées par des courbes, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le progrès de la science, c'est une manière un peu ronflante de parler, si on veut être plus précis, c'est le progrès, c'est l'extension progressive de Y égale F de X à des domaines toujours plus extensifs. On a longtemps cru que la vie était inaccessible à la connaissance scientifique jusqu'au moment où Claude Bernard a analysé ce qu'on a appelé à l'époque la fonction glycogénique du foie. Si on traduit le grec en français, gluco c'est le sucre, ça vous le savez. C'est glycogénique, gène qui engendre, n'est-ce pas? Claude Bernard avait découvert que le foie est une usine, non pas prophétisée dans l'Antiquité, on disait que c'était dans le foie qu'il y avait l'organe de la prophétie, que le foie était une usine à fabriquer du sucre. Et pour ça, il a agi scientifiquement, il a mesuré, il a pesé la quantité de sucre qu'il y avait avant l'entrée dans le foie et puis la quantité qu'il y avait à la sortie. Aux surprises, il y en avait plus à la sortie qu'à la rentrée. Vous voyez, et la biologie au sens moderne a commencé à exister. À partir de ce moment-là, il n'est pas le seul, pas seulement à partir de Claude Bernard, mais ça a été un de ceux dont les avancées ont été décisives pour fonder la discipline. Et je rappelle sa formule la plus saisissante, le vivant, c'est le mort. Ben oui, le biologique tombe dans l'escarcelle de ce qui a triomphé dans le physique et le chimique. C'est pour ça que vous avez une médecine, n'est-ce pas, qui fait que l'espérance de vie, dans ce monde dont on dit qu'on mange que les choses pourries, n'est-ce pas, qu'on mange aller de la merde, pour parler français, on entend ça 1000 fois par jour, n'est-ce pas, ce qui n'est pas très sympa pour ceux qui aimeraient bien en avoir le 10e dans une grande partie du monde et de l'humanité. Là où on est pollué par les particules fines, n'est-ce pas, par les émanations des usines, par l'industrie, on a une espérance de vie de plus de 80 ans. Et là où il n'y a pas d'usine, j'ai vécu au Niger où l'espérance de vie était 42 ans. Voilà. Et c'était 37 ans et chez nous, il n'y a pas si longtemps en termes historiques. Il faut quand même le rappeler de temps en temps. Donc, avec le déterminisme, on est arrivé à la réponse la plus adéquate à la question que puis-je savoir. Mais alors là, attends, là, j'ai résumé le trajet des sciences. Mais attendez, et la philosophie alors? Ben voilà, c'est que pour elle, c'est une catastrophe ce qu'on vient de dire. Car la philosophie n'est un objet propre, et maintenant c'est moi qui me sert du texte de Bastien pour réviser des choses qu'il sait, mais que je rappelle à ceux qui prennent le train en marche, et je les en remercie. Ce qui m'intéresse, c'est ce que la philosophie a en propre, non pas seulement ce qu'elle partage avec la science, la question que puis-je savoir, un astronome, un biologiste, un mathématicien, cela pose aussi, n'est-ce pas? Le philosophe, lui, se pose la question que puis-je savoir, mais appliquée à un domaine bien précis du savoir. Le philosophe ne cherche pas à savoir, je dis souvent comme ça,
pour montrer l'absurdité de la chose, savoir combien il y a de sable dans les déserts australiens, n'est-ce pas, ou bien combien il y a de gouttes d'eau dans la Méditerranée, n'est-ce pas? Pour les compter une à une, c'est un peu oiseux, n'est-ce pas? Il cherche ce qui peut lui servir à répondre à une autre question que puis-je savoir, à la question que dois-je faire? Non pas pour guérir mon mal de dents, car ça, c'est pas que dois-je faire, ça, c'est que puis-je faire. C'est pas un impératif catégorique, n'est-ce pas? Parce qu'on n'a pas compris ce que veut dire devoir, donc que dois-je faire quand on l'applique à aller chez le dentier. Parce que moi, si quelqu'un me dit qu'est-ce que je dois faire, j'ai mal aux dents, je lui dis tu vas chez le dentiste, mon vieux, on ne va pas passer 2000 ans de philosophie à réfléchir à cette question, n'est-ce pas? C'est quoi la différence? C'est que le verbe devoir est piégé. Vous voyez, comme on est en philosophie, on n'est pas ici en science. On est dans le langage de tous les jours, avec sa polysémie, dont je rappelle, c'est ici du verbe devoir. Que veut dire devoir, donc que dois-je faire? Et question d'autant plus importante, je ne perds pas mon fil, je le résume, que cette question, je suis en train de vous proposer de montrer que c'est en elle que réside ce qui est spécifique à la philosophie, et non plus qu'elle partage avec d'autres. Pour ça, je prends deux exemples pour vous montrer deux significations très différentes. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas en maths. Deux acceptions, c'est pas acceptation, deux acceptions, deux significations très différentes du verbe devoir. C'est quand je dis je dois manger pour vivre, je dois respecter le feu rouge. Pardon de reprendre toujours les mêmes exemples, mais c'est pour ceux qui prennent le train en marche, il faut rester très basique, n'est-ce pas? Parce que la différence éclate. On n'a pas besoin de moi ou du philosophe pour deviner que ce n'est pas du tout la même signification, le verbe devoir, n'est-ce pas? Je dois manger pour vivre, c'est une nécessité naturelle, tout le monde sera d'accord. Et en ce sens, il y a une partie animale en nous qui ne finit jamais jusqu'à notre mort. C'est toute celle qui peut avoir, n'est-ce pas, la même. Et puis, il y a je dois respecter le feu rouge. Ah, mais attendez, la preuve que ce n'est pas du tout la même chose, c'est que je ne peux pas vivre sans manger. Tiens, tout d'un coup, j'ai fait intervenir un autre verbe, je ne peux pas. C'est pouvoir. Donc, si on était honnête, on ne devrait pas dire je dois manger pour vivre comme si je me posais la question je dois pas, et que j'avais le choix. Je n'ai pas le choix. Je ne peux pas vivre sans manger. Donc, le verbe devoir est ici mal employé. Vous voyez que la philosophie sert quand même à quelque chose par rapport au langage courant. Sans aller jusqu'aux mathématiques, je m'adresse à Léo et là, on voit bien un exemple que l'opinion peut s'élever jusqu'à la discipline sans être encore une science, mais c'est un progrès, il n'y a pas encore la mesure et la quantification. Mais enfin, on a montré, n'est-ce pas, que le verbe devoir est mal employé dans je dois manger pour vivre. C'est un peu prétentieux. Je ne peux pas vivre sans manger. Par contre, je peux griller le feu rouge à 2 heures du matin, quand il n'y a pas de flic à gauche, à droite, pas de voiture. Ne le faites jamais. Je ne suis pas en train de vous tenter. Je dis que c'est possible. Je n'ai pas dit que c'est souhaitable. Je peux, mais je ne dois pas. Ça y est, on a compris la différence. Bon sang. Le verbe devoir n'a de sens que si je peux faire le contraire, que si j'ai le choix, donc que si une liberté, voilà le mot est là, que si une liberté, un minimum de liberté est donné entre aller à gauche ou aller à droite, n'est-ce pas, le franchir ou pas le franchir, passer ou ne pas passer le feu rouge. C'est important, obéir ou désobéir. Il y a des moments, vous savez, où désobéir, n'est-ce pas, est un devoir, comme ça a été le cas, n'est-ce pas, pour nos camarades résistants pendant la dernière guerre, n'est-ce pas, qu'ils soient à Londres ou qu'ils soient surtout dans les geôles de la Gestapo, n'est-ce pas, sans dénoncer les copains. C'est ça un devoir, c'est quand on pourrait faire le contraire, n'est-ce pas, et qu'on décide parmi plusieurs voies qui sont offertes, une et une seule. Comme on a bien progressé dans la lecture du texte de Bastien, dont vous voyez à quel point il a une valeur synthétique ici, je vais quand même demander à Philippe notre timing. D'accord, merci. On a atteint notre heure et demie. Vous voyez, à chaque fois que je pose la question, je dois avoir une petite horloge dans la tête, moins précise que celle dont je faisais allusion à l'Observatoire de Paris, bien sûr, mais enfin, je veux dire, je ne me trompe pas de beaucoup. C'est toujours vers 1h30, ou un peu avant, un peu après, que je m'en informe. Je voudrais bien laisser la place aux questions, mais tout de même, je continue. Parce que la conclusion de Bastien est capitale. Pour autant, il dit, donc, voilà, on ne peut pas étendre le modèle cause-effet aux sciences humaines, ou alors
ce serait renoncer à la liberté. Si le déterminisme qui oblige la Lune à tourner autour de la Terre, elle n'a pas le choix, elle, par contre, n'est-ce pas? Si on arrive à créer des sciences humaines sur ce modèle-là, un modèle newtonien, galiléen, einsteinien, planckien, Planck est c'est depuis que la constante de Planck a été définie d'une manière numérique qu'il y a une véritable physique quantique, n'est-ce pas? Si on le fait, chaque fois que les sciences dures viennent occuper un nouveau terrain, c'est la preuve que dans ce terrain, ce n'est pas la liberté qui règne. Donc là où réussit la connaissance du monde extérieur, échoue notre tentative de répondre à la question « Que dois-je faire ?» Je résume tout maintenant, lorsque je prends devoir au sens strict, c'est-à-dire « Que dois-je faire quand j'ai la liberté de faire ceci ou son contraire ?» Parce que le déterminisme révèle que je n'ai pas cette liberté en principe. Donc, il est important, n'est-ce pas, de se rappeler que Kant a fait définir la liberté comme un postulat de la raison pratique. Ça paraît un peu chinois, Kant. C'est Nietzsche qui disait que Kant était le grand chinois de Königsberg. Mais c'est précieux d'être aussi précis dans sa formulation, car il est en train de dire, c'est un postulat, n'est-ce pas? On n'a pas démontré que la liberté existe. Mais si elle n'existe pas, ce n'est pas la peine qu'on continue à faire de la philosophie. Voilà ce qu'on vient de découvrir ce soir. Merci Bastien de nous avoir rappelé comment y revenir rapidement. À savoir, s'il n'y a pas la liberté, ça ne sert à rien de me poser la question que dois-je faire quand en admettant même que je trouve par miracle la réponse, il faudrait que tu fasses ceci, je n'ai pas les moyens. Ce n'est pas moi à décider ce que je vais faire ou ne pas faire, je suis déterminé à le faire, si j'en crois les déterministes, n'est-ce pas? Et alors, puisqu'on voit que le déterminisme est au centre de la question, on peut enfin continuer notre texte. Pardon, excusez-moi. J'y suis donc. Donc, il voit très bien la difficulté. Pour autant, dit Bastien, et c'est la fin, j'ai du mal à renoncer à l'existence d'une science. Parce que au point où on en était, on se dirait, il vaut mieux qu'il n'y ait pas de science humaine, sinon ça voudrait dire qu'on n'est pas libre. Et Bastien dit très justement, oui, mais alors on a un deuxième inconvénient. Pour autant, j'ai du mal à renoncer à l'existence d'une science permettant de connaître ce qui relève de l'homme, car on risquerait de tomber dans diverses apories. Là, je le corrige un petit peu. Il veut dire dans des impasses, dans des dérives. Une aporie, c'est très fécond au contraire, hein, ce n'est pas contradictoire à la connaissance. Une aporie, c'est une apparente difficulté que les sophistes présentaient à l'interlocuteur. Par exemple, à partir de combien de cailloux on peut parler d'un tas? Les Grecs adoraient ce genre de problème. À partir de combien de cheveux on peut parler d'un chauve ou pas? Est-ce qu'il a 3 cheveux sur le caillou? Est-ce que c'est un chauve? Vous voyez, ou il faut attendre qu'il en ait 50? Bon, bref, le problème des seuils. Non, mais ça c'est fécond, ça permet de poser des problèmes du continu, du discontinu. Bon. Et donc l'aporie, comme a dit une fois Ricoeur, l'aporie est apéritif, c'est un jeu de mots, aporie, apéritif. L'aporie peut mettre sur la voie de la recherche. Donc, disons, il dénonce plutôt ici, il veut dire des dérives ou des impasses. Donc, ainsi, nous pouvons distinguer les sciences, oui, faute de renoncer à la science, et si on renonce à la science, on risquerait de tomber dans diverses apories, postmodernisme, vous savez, il va très vite, mais il a raison, n'est-ce pas, tous les mysticismes, les trucs, le retour aux religions orientales, les chemins de Katmandou, le néo-chamanisme, n'est-ce pas, il faut que ça vienne des États-Unis, comme par hasard, chaman, ça vient plus des Indiens, des Pauges, positivisme, n'est-ce pas, le contraire, n'est-ce pas, autant le positivisme a été un progrès à l'époque d'Auguste Comte contre l'obscurantisme, n'est-ce pas, de l'idéalisme de l'époque, autant le néo-positivisme après Freud et Marx est une régression et une réduction des avancées qui ont été faites dans le rationalisme, dans l'étendue, non pas seulement de notre spéculation, mais de notre expérimentation. Chacun, allez, soyons clairs, chacun, avant qu'on se quitte, il faut être très clair. Chacun peut expérimenter que le dimanche, même dans les milieux les plus populaires et les plus prolétaires, on fait un petit effort au repas quand on invite des copains ou des potes, n'est-ce pas? Je prends souvent cet exemple. On met une nappe un peu plus jolie que d'habitude, n'est-ce pas? Et un peu mieux repassée et sans tache si possible. On fait une petite décoration. J'ai dit toujours des radis autour du saucisson, je ne sais pas pourquoi, mais c'est sans doute parce que j'ai faim. Et parce que la charcuterie corse est la meilleure du monde. Voilà, excusez-moi, ça m'a échappé. je ne l'impose pas.
tous ces détails-là, qui sont expérimentables. Et là, je reviens à la science, n'est-ce pas? Le positivisme qui ne tient compte pour qui tout ça, n'est-ce pas? C'est pas l'objet d'une science. Pardon, je veux dire, on peut expérimenter statistiquement. Il y a combien de cultures, de civilisations, de peuples, de familles humaines dans lesquelles il n'y a pas ce qui est considéré comme des détails annexes. Ce n'est pas indispensable pour la survie biologique, donc ça ne concerne pas l'étude scientifique du repas. Ces gens-là confondent le repas et le fait de manger. Qu'on ne mangerait pas s'il n'y avait pas la faim, et ça c'est purement naturel, que l'instinct faim, ça c'est naturel, détermine le fait de manger, ce qu'un lion fait avec une gazelle, n'est-ce pas? Et même on dit dévorer à ce moment-là. Que ce soit le cas dans la nature, oui, mais un repas, ce n'est pas seulement manger. C'est justement tout ce dont je viens de parler. C'est une certaine décoration qui n'ajoute rien comme lipides, comme glucides et comme protides au programme biologique, à la nécessité biologique. Donc le néopositivisme est réducteur, est une régression, même scientifique, même du point de vue scientifique et expérimental, pas, par rapport aux avancées du marxisme et ou de la psychanalyse pour d'autres sujets que le repas, n'est-ce pas? Et encore, n'est-ce pas? Sucer son pouce, croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça réponde au départ à une nécessité biologique. Si, au départ, oui, à une nécessité biologique, mais quand ça se prolonge au-delà d'un certain âge, il y a quand même d'autres raisons qu'il faut voir du côté de tonton Zygmunt, n'est-ce pas? Donc, j'en viens donc à ma question. On finit, n'est-il pas possible de refonder tout ce que nous nommons science, cette fois aussi bien de l'histoire que les sciences dures, merci Bastien, parce que ça donne de l'unité à notre propos et ça le résume, en les unifiant par le déterminisme. Il y a science, là où je peux dire, ceci est fonction de cela, y égale f de x. Alors tu me dis, attends, alors on revient à zéro, donc la liberté n'existe pas. Ainsi, nous pourrions distinguer les sciences de la matière naturelle, c'est le dernier paragraphe qui répond à votre inquiétude. Ainsi, nous pourrions distinguer les sciences de la matière naturelle. Là, je suis content de voir qu'on m'a entendu. Pardon, mais je m'exprime à dire que ceux qui parlent de la nature feraient bien de parler de la matière, ensemble générique, ensemble le plus extensif, ensemble au sens mathématique ici, dans lequel je fais une première partition. Il y a une matière naturelle, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui est en train de se passer dans les galaxies au-delà de la nôtre, n'est-ce pas? Ou même dans la nôtre, matière historique, humaine, culturelle, appelez ça comme vous voulez, mais une matière non naturelle, au sens où dans la langue, vous êtes les premiers à être d'accord que vous distinguez des fleurs en plastique et des fleurs naturelles. Je parle des fleurs, je ne parle pas des seins. Pour vous montrer qu'en manière générale, tout ce qui est le monde humain est entouré d'artifices. Dans artificiel, vous avez l'art. L'art au sens ancien, où les Grecs disaient techné pour l'art. Dès l'instant que quelque chose, n'est-ce pas, vient remplacer ce qui est naturel, n'est-ce pas, ou le prolonger, en multiplier considérablement la puissance, on n'est plus dans le monde naturel. Donc, autant, n'est-ce pas, les marées, c'est un phénomène naturel, autant un champ, et comme je dis souvent, une chapelle romane au milieu d'un champ de blé, tout ce que les gens croient être assez beau, la nature, ce n'est pas la nature du tout, n'est-ce pas? Le champ de blé est un effort colossal du corps, de la sueur, de l'huile de coude, de la pensée, de l'intelligence, parce que c'est compliqué l'agriculture. Il faut prévoir la météo, tout ça, bon, s'empêcher de faire la récolte entre deux pluies, bon, quitte à demander aux voisins de venir les aider, et vice-versa. Et quant à la chapelle, n'en parlons pas, vous voyez un peu tout le travail qu'il y a, je veux dire, manuel, intellectuel, il n'y a rien de naturel dans tout ça. Donc voilà, on a quand même, grâce à ce texte de Bastien, à sa question, puis il s'excusait la dernière fois qu'elle était trop longue. Non, je le remercie. J'en viens donc à ma question. N'est-il pas possible de refonder tout ce que nous nommons science en les unifiant par le déterminisme? Ainsi, nous pourrions distinguer les sciences de la matière naturelle, régies par le couple effet-détermination mécanique, dit-il, et non pas dialectique, des sciences de la matière historique, déterminées par le couple signe-sens, et non plus cause-effet. Et il met entre parenthèses, et il ose cette formule, je l'en remercie, une formule éminemment dialectique, détermination libre. C'est comme si je disais cercle carré, apparemment, d'après tout ce que je viens de dire. Ou bien on est déterminé, ou bien on est libre. Et c'est ma conclusion.
Je m'arrêterai là pour vous passer la parole. Merci à celui dont Kant a dit, dont Gluskar dit qu'il fait partie de la philosophie de la Révolution française qui commence avec Rousseau, le voilà celui qu'il fallait nommer, et qui va jusqu'à Lénine et ses successeurs, si tant est qu'il en reste, n'est-ce pas? Donc, jusqu'à Gluskar, disons, de Rousseau à Gluskar, n'est-ce pas? Et pourquoi je fais allusion à Rousseau pour finir? Parce que Rousseau a formulé le premier cette deuxième détermination, cette détermination libre. Lorsque dans l'Émile, et pour persuader la mère de son élève qu'il faut qu'Émile apprenne un métier manuel pour se libérer de ce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, une révolution, tout ça, et le fils de la duchesse se trouvera bien embêté. Regardez le film de Servante, vous m'en direz des nouvelles, de Joseph Losey, un chef-d'œuvre. Le fils sera bien embêté s'il y a une révolution, n'est-ce pas, qui lui enlève tous ses biens, s'il n'a pas appris à travailler, à faire fructifier une richesse avec ses mains ou sa tête ou les deux, n'est-ce pas? Il sera le moins libre des êtres, lui qui était le maître dans la société aristocratique, le maître à ne rien faire. Et voilà que Rousseau dit, pour persuader la mère de son élève, qui est une duchesse, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le détruire. Là, il parle de l'artifice, hein, ce que les hommes ont fait, pas ce que les marées, les natures, le ver de terre, les lombrics qui font un travail énorme, hein, n'est-ce pas? Ils rendent la terre meuble, tout ça. Non, tout ce que les hommes ont fait, les hommes peuvent le défaire. C'est moi qui remplace détruire par défaire. Il n'y a de caractère ineffaçable, donc on ne peut pas détruire, que ce qu'imprime la nature. À moins de penser que demain les corps vont tomber un demi de GT4, n'est-ce pas? Il n'y a de caractère ineffaçable, donc le contraire de la liberté, on ne peut pas aller contre que ce qu'imprime la nature. Et la nature ne fait ni riche, ni prince, ni grand seigneur. Phrase libératoire avec laquelle je conclus mon intervention de ce soir, car si les riches, les princes, les grands seigneurs, c'est les hommes qui l'ont fait, personne ne peut le nier, n'est-ce pas? Ça n'existe pas dans les arbres, les riches, les princes, les grands seigneurs. Dans ce cas-là, n'est-ce pas, on peut le défaire. Et c'est à peu près tout le cheminement de l'histoire, n'est-ce pas? Donc, distinguons bien un déterminisme à l'œuvre dans ce qu'on appelle la nature, qui est en fait la matière naturelle, et les lois de la physique sont ainsi des lois de la matière, et qui s'exercent partout où cette matière reste naturelle, mais qui a un autre déterminisme qui vient se surajouter, non pas pour augmenter la servitude de l'homme, mais au contraire pour faire reculer sa détermination à l'égard des lois de la matière naturelle. Car quand je dis à mon voisin de table, je vous en prie, servez-vous d'abord, qui est souvent une voisine d'ailleurs, sinon je ne le dirai pas parce que j'ai faim, hein. À ce moment-là, n'est-ce pas, je progresse dans une certaine forme de liberté qui n'existe pas dans l'ordre naturel et animal. Voilà. Y a-t-il des interventions? Je m'adresse à la régie et à Philippe. Oui, alors très rapidement, hein, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais ça ne veut pas dire que je bâcle. Parce qu'il y en a une, enfin la première, il faut du temps. Je répondrai plus la prochaine fois. Mais par contre, la seconde sur Proudhon, c'est pas que je botte en touche, mais je vous dis, écoutez, ces problèmes sont réglés. On ne va pas revenir au phalanstère de cet antisémite de Proudhon, parce que je vois que l'interlocuteur ici ne le dit pas, soit parce qu'il ne le sait pas, soit parce que c'est pas très dissible. Mais c'est pas un argument suffisant pour répondre à sa question. Mais je rappelle que le rapport entre le marxisme et le socialisme utopique de Proudhon a été développé par Marx dans un petit chef-d'œuvre qui s'appelle Misère de la philosophie, en réponse à Proudhon qui avait écrit Philosophie de la misère. Donc, qu'on lise ce livre d'abord et puis on revient me poser la question après, si tant est qu'on a encore besoin de moi après. Voilà. La première question, rappelle-moi, c'est l'école de Francfort. Oui, ça demande un développement, n'est-ce pas? C'est une école dans laquelle il y en a qui se réfèrent à Marx, je pense à Adorno, n'est-ce pas, à des gens comme ça, mais même la plupart, et nous verrons ce qui fait que mon défunt camarade Michel Clouscar, n'est-ce pas, a montré que loin d'être marxiste, je ne parle même pas de marxien, mais de marxiste, c'est en fait une forme de néo-kantisme qui est quelque part plus limité que le kantisme lui-même. Voilà,
Ce qui n'empêche pas que j'ai énormément d'admiration pour un esprit aussi subtil, cultivé et vigoureux qu'Adorno, qui a écrit d'excellentes choses, par exemple, sur Heidegger, contre Heidegger, et qui a une très grande connaissance de la musique, mais qui a quelques petits défauts, y compris en musicologie, mais on en reparlera la prochaine fois. Voilà. Merci en tout cas à Bastien, merci à la régie, et merci surtout à vous d'être encore là, plus que jamais, n'est-ce pas et je vous rappelle que la prochaine fois, je vous le dis pour ceux qui attendent ça avec impatience, nous retrouverons, n'est-ce pas, les géants, les dieux, les nains, Siegfried, et puis bientôt nous découvrirons la Valkyrie, puisque c'est la suite de l'Or du Rhin. Voilà, à la prochaine fois, à mercredi prochain.